Bonjour, aujourd'hui petit story time. Je vais vous raconter un petit peu ma conception de la carrière hospitalo-universitaire. Et qu'on arrête de péter plus haut que notre cul. C'est bizarre ce que je viens de dire. Bonjour, alors nouveau story time aujourd'hui. Alors aujourd'hui je ne vais pas vous parler de mon clinica, pas encore. Je vous ferai une vidéo là-dessus, j'ai beaucoup de choses à dire. Pas des choses forcément très agréables par rapport à cette expérience. Mais j'ai envie de les dire et je les dirai dans une vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler d'autre chose, je vais vous parler de ce que je pense doit être une carrière hospitalo-universitaire et de pourquoi c'est difficile aujourd'hui d'évoluer dans ce milieu qui est plein de clichés, plein de politiques et plein de mauvaises choses, mais qu'il faut arriver à en tirer le meilleur. Alors, au début, quand on parle de carrière hospitalo-universitaire, je pense que beaucoup de gens ont dans la tête la vision du professeur, chef de service, avec du pouvoir. Et c'est un petit peu l'argument d'autorité du professeur omniscient, qui sait tout, qui est le chef. Et du coup, quand vous rencontrez les gens dans la rue, ils vous disent « je suis suivi par le professeur machin », ça a une espèce de gage de qualité ou une espèce de chance, comme quand on dit « ouais, je connais une célébrité ». Et finalement, cet argument d'autorité, qui était valable dans les années, on va dire 50, quand les professeurs de médecine étaient des gens qui étaient des vrais découvreurs, qui étaient des leaders d'opinion et qui ont rapporté les clés de la médecine moderne, qui ont vraiment construit les services que l'on connaît aujourd'hui. Ces gens-là ne sont plus en charge depuis les années 70-80 et on a quand même perpétué cette image-là de l'universitaire omniscient, omnipotent, qui cumulait tous les pouvoirs parce qu'il était très intelligent et était supérieur aux autres. Et en fait, je dois dire que ma conception de la carrière hospitalo-universitaire, c'est pas celle-là du tout. Pour moi, un hospitalo-universitaire, c'est quelqu'un qui se place dans une interface entre la clinique, le soin et la connaissance et l'apprentissage. Ce que je veux dire par là, c'est que, à contrario d'un médecin, qui est 100% médecin, l'universitaire a des missions d'enseignement et de recherche. Et ce sont vraiment des missions, et c'est ça qui le différencie et qui le distingue d'un praticien hospitalier ou d'un collègue qui va travailler dans les structures privées. Non pas que les gens qui sont praticiens hospitaliers ou qui travaillent dans le privé ne font pas de recherche, et il y en a qui en font très très bien, c'est simplement que l'universitaire, il a une formation, il a pris un chemin dans lequel ça va être une valence forte. Donc quand on est universitaire, on doit forcément soit faire de l'enseignement, soit faire de la recherche, soit faire les deux, mais en tout cas, on ne peut pas ne pas faire ça. Et je pense qu'on a, pour certains des universitaires que j'ai côtoyés, complètement oublié ça et pris le côté universitaire, comme dans les années 50-60, comme juste quelqu'un qui est là pour cheffer, c'est-à-dire pour être le chef. Et comme vous pouvez le constater, dans les CHU, on donne énormément de pouvoir aux professeurs en les nommant chefs de service. Et s'il y a un service où c'est pas un professeur qui est chef de service, on trouve ça bizarre. Alors que, de façon tout à fait logique, il ne faudrait pas que ce soit un professeur qui soit chef de service, puisque par essence, ces missions ne sont pas à 100% celles du soin. C'est normal de trouver un professeur de médecine qui soit doyen, mais pour moi, c'est de moins en moins normal de trouver des professeurs de médecine qui soient chefs de service. C'est toute une conception de la médecine et finalement de la responsabilité qui est en train de se jouer là, parce que comme nos députés sont des cumulards et beaucoup d'entre nous critiquent le fait que les gens puissent cumuler un certain nombre de métiers, parallèlement à ça, on trouve ça complètement légitime de donner à des gens qui ont déjà 3 valences, le soin, l'enseignement et la recherche, des valences supplémentaires de gestion administrative, des services, de certaines commissions. Et donc ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui doit évoluer et je pense que ça donnerait un peu plus de souffle à la carrière universitaire en redonnant la place centrale que doit occuper le praticien hospitalier et les personnes qui font du soin dans la hiérarchie hospitalière et laisser beaucoup plus de temps à ceux qui se sont engagés dans une carrière universitaire pour faire les missions sur lesquelles ils se sont engagés, c'est-à-dire l'enseignement et la recherche. Et c'est très difficile d'imposer cette vision aujourd'hui à l'hôpital, et moi j'en ai fait les frais, et c'est pour ça que je vous dis, je vous raconterai
mon clinica dans une autre vidéo et comment ma perception de l'hôpital public et de cette carrière a évolué et a changé par rapport à ce que je pensais être quelque chose de naturel, sur le fait, bah oui, les professeurs sont chefs de service, à aujourd'hui quelque chose que je rejette complètement. Et si j'arrive à être un jour professeur des universités, je l'espère, j'espère pouvoir continuer à exercer mes missions d'enseignement et de recherche, et pas forcément avoir des responsabilités qui soient purement administratives. Donc c'est vrai que cette vision-là de la médecine, c'est une vision qui est tronquée. Et je dirais même qu'aujourd'hui, les professeurs de médecine sont pas forcément ceux qui sont le moins bons en clinique, mais c'est pas forcément vers un professeur de médecine que j'irai me retourner pour être le mieux soigné à l'hôpital public. Il y a un certain nombre de professeurs de médecine qui sont complètement, on va dire, à côté de la clinique, qui sont pas performants dans le diagnostic, qui sont pas forcément performants dans la prise en charge du malade de routine, qui n'ont pas les bons réflexes dans l'urgence, qui sont parfois même dangereux sur les gardes. Et ces gens-là, bah, il faut bien leur faire comprendre que peut-être que c'est pas leur rôle de faire ça. Et c'est pas grave en fait. C'est pas grave si vous n'êtes pas super fort en clinique en étant professeur. C'est pas grave si votre avis n'est pas forcément le plus pertinent dans les staffs, parce qu'en fait vous avez d'autres choses à faire en fait. Et c'est normal que vous soyez pas forcément pertinent dans le soin à 100%, si à côté de ça vous êtes hyper fort en recherche fondamentale, ou si à côté de ça vous êtes investi de façon très importante dans l'enseignement et la pérennité du savoir pour les futurs médecins. Et aujourd'hui, dans les services, on a encore cette vision pyramidale du chef de service omniscient qui donne son avis sur tous les dossiers, qui fait des monologues pendant les réunions cliniques et dont l'avis n'est pas forcément toujours très pertinent. Et par argument d'autorité, personne ne le contredit. Et parfois, ben, je trouve que ça donne lieu à des situations qui sont complètement ubuesques et qui desservent complètement la médecine. Aujourd'hui, je pense qu'il faut arriver à avoir l'humilité de se dire qu'en choisissant une carrière hospitalo-universitaire, on ne sera pas le meilleur médecin clinicien que l'on puisse être, parce qu'on ne va pas s'investir à 100% dans cette mission-là. Il faut arrêter cette hypocrisie de vouloir être bon partout. Donc il vous faut, dans une carrière hospitalo-universitaire, on vous dit souvent, alors au début vous savez pas trop, quand vous êtes interne ou externe, ou même jeune chef parfois, surtout interne parce que c'est là que les choses commencent à se jouer. On vous dit non mais il faut faire un master 2, il faut faire une thèse de sciences, et puis c'est à peu près tout. Et puis après quand vous avancez, on vous dit bah voilà mais il faut un dossier, il faut monter un dossier, il faut prouver qu'on a les capacités d'être universitaire. C'est un dossier qui est monté sur votre mission d'enseignement, donc il faut avoir un certain nombre, un certain volume d'enseignement. Il faut participer de façon active à l'enseignement à la faculté, faire des examens, les surveiller, faire des cours, participer aux commissions pédagogiques, s'investir à la faculté. Ça prend du temps. En recherche, on vous demande le sacro-saint nombre de points SIGAPS, donc ça veut dire qu'il faut que vous ayez une activité de publication qui soit quand même assez importante. Et pour publier, il faut faire de la recherche, clinique ou fondamentale, et cette recherche, elle prend beaucoup de temps. Elle prend beaucoup de temps parce qu'elle est très exigeante. Et donc il faut être excellent dans ces deux choses-là et à côté montrer qu'on est un très bon médecin et qu'on s'investit dans le soin et dans l'hôpital et dans tout un tas de commissions. Ce qui fait de vous en fait un espèce d'être hybride à 3 têtes, dont les 3 têtes doivent être systématiquement super bien maquillées pour que vous fassiez bonne figure de partout. Et on a l'impression vraiment que c'est ça qui va déterminer si oui ou non vous allez être apte à être professeur. Mais si vous avez un dossier qui est trop faible en enseignement, ou voilà, et si vous ne montrez pas que vous êtes très actif, vous allez pouvoir être retoqué. Et aujourd'hui, on sélectionne les gens vraiment à leur capacité à faire illusion sur les 3 domaines en permanence, alors que on pourrait très bien aussi sélectionner les gens qui sont très bons dans un domaine et qui ont vraiment quelque chose à apporter. Moi, je pense qu'il faut vraiment sortir de cette vision de l'universitaire omniscient, omnipotent, et revoir plutôt l'universitaire comme une personne qui va être à l'interface entre le soin et la science. Le soin, c'est de la science, mais faire évoluer les pratiques, proposer de nouveaux concepts, être vraiment expert dans un domaine de recherche, en maîtriser les outils, faire de l'enseignement, proposer de la nouveauté pédagogique, ça prend du temps, et ce temps, c'est le temps que doivent investir les universitaires pour le faire. Ceux qui font du soin peuvent participer à la recherche, à l'enseignement, mais ce ne sera pas forcément à eux de prendre beaucoup de temps pour tester des nouvelles techniques pédagogiques ou investir énormément de temps dans la recherche fondamentale. Il y a quelque chose qui est vraiment très très sympa quand on fait de la recherche fondamentale comme moi j'en fais, c'est la recherche translationnelle. C'est-à-dire de pouvoir générer des hypothèses au lit du malade
en disant ça je le vois tout le temps au lit du malade, je ne comprends pas, j'aimerais vraiment comprendre pourquoi ça se passe comme ça, et aller du côté de la paillasse, tester ses hypothèses et comprendre ce qui se passe au lit du malade, et de la même façon voir des hypothèses générées et des données sur les modèles animaux, et pouvoir à un moment donné dire est-ce que c'est pertinent chez l'homme, et faire les études qui vont pouvoir le montrer chez l'homme. Et ça, c'est vraiment notre force, et je pense que c'est ça qu'on doit cultiver. Et je pense qu'il faut qu'on sorte de cette vision élitiste de la médecine universitaire, qui petit à petit est en train de s'auto-enflammer, en fait, à cause de cet élitisme, parce que les nouvelles générations refusent, et avec raison, cette vision faussement élitiste d'un monde qui est en fait gangréné par la politique et le pouvoir, et dont la mission première, qui est faire de la recherche et de l'enseignement, est parfois complètement effacée par des guerres d'ego, des guerres d'enjeux et toute une machinerie administrative et politique qui détruit en fait les ambitions des gens. Donc si on doit aujourd'hui reconstruire la médecine universitaire, il faut la reconstruire autour de ces valences qui lui donnent de la valeur, c'est-à-dire l'enseignement et la recherche, et complètement oublier la politique, l'influence. Donc il vaut mieux être un leader en recherche, un leader en enseignement, plutôt que d'être un chef qui ne fait que vouloir être le chef. Être le chef, ça sert à rien si on n'en fait rien derrière. C'est un peu un cri du cœur que je vous livre là, parce que vraiment, je vois bon nombre de mes collègues internes, et je vois encore les jeunes et des gens autour de moi être des gens extrêmement passionnés par la recherche, être très performants, générer des hypothèses hyper pertinentes, être des très bons techniciens de la recherche aussi, et arrêter cette carrière parce que la carrière universitaire ne laisse pas de place aux gens qui veulent juste participer à ça sans non plus se jeter dans ces jeux politiques et compagnie. Donc il faut aussi qu'on laisse aux gens cette capacité de dire, mais en fait moi je veux faire de la recherche, donc je veux faire de l'universitaire parce que j'aime la recherche, je veux faire de l'universitaire parce que j'aime l'enseignement, et c'est la seule façon aujourd'hui de le faire de façon reconnue à l'hôpital en France. Donc il faut arrêter de perpétuer le fait de dire je veux être prof, donc c'est juste que je suis mégalo, je veux qu'on parle de moi, je veux avoir mon nom partout. C'est complètement débile. Alors vous allez dire le paradoxe d'un type qui vous dit ça et qui a une chaîne YouTube et qui parle. C'est sûr que quand on veut faire ce type de carrière, forcément on a envie d'avoir des responsabilités, on aime ça, et d'une certaine façon, je ne dirais pas qu'on a envie d'être un leader, mais on a envie de participer à la recherche et à l'enseignement, et laisser une trace là-dedans, et se dire si on a rendu service à un certain nombre de gens, eh bien la mission sera accomplie. Et ça peut être vu comme de la mégalomanie. Mais c'est pas vraiment de la mégalomanie. Parce que la mégalomanie, ça va être, pour moi, de s'auto-vouer un culte de la personnalité en disant je suis le meilleur, et voilà, vu que je suis le meilleur, il faut que tout le monde le sache, et que tout le monde aussi me dise que je suis le meilleur, et qu'on mette des portraits de moi, que j'ai des portraits de moi dans mon bureau, et du coup qu'il y a une espèce de culte de la personnalité autour de moi. Je parle bien entendu d'un très célèbre professeur marseillais quand je dis ça, mais en fait il est simplement le côté médiatique en fait de ce qui ne va pas dans notre système universitaire, hein, c'est-à-dire des gens qui sont des mandarins, qui prennent toute la lumière sur eux, qui ont un système qui gravite autour d'eux, et qui finalement quand on gratte n'ont pas fait vraiment des choses si importantes que ça. Et du moment où ces gens-là seront à la retraite et qui n'auront plus leur influence, vont tomber dans l'oubli en fait, parce que ils n'auront laissé que de la crainte, que de l'oppression et de l'autoritarisme. Et ça, c'est la mégalomanie, ça, c'est la façon d'être un leader par la peur. Et c'est pas ce que l'on demande à un universitaire. Après, c'est ma vision des choses, je dis pas que j'ai raison. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, on peut très bien en discuter en commentaire. Mais pour moi, il faut vraiment qu'on change notre façon de voir les choses, qu'on arrive vraiment à beaucoup plus d'humanité aussi, et qu'on arrête de péter plus haut que notre cul, parce que dans d'autres pays, ils ont bien compris qu'en fait, l'excellence, c'était pas une question de titre, c'était surtout une question de résultat. Donc si vous avez envie de faire l'universitaire et que vous avez envie de changer les choses, je serai avec vous, et j'espère qu'on va pouvoir ensemble modifier un petit peu la vision de l'universitaire et aller vers une médecine plus performante mais plus humaine.